Donc effectivement, je suis rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine et donc voici mes déclarations d'intérêt. Vous verrez que dans mes liens indirects, j'ai une bourse de recherche avec 2 laboratoires de biosimilaires, mais j'ai aussi des déclarations d'intérêt avec les autres laboratoires, mais c'est bien de le préciser. Alors voilà, je vais vous donner donc des infos sur les biosimilaires et puis aussi vous parler un peu de notre expérience à nous, sur ce qui s'est passé dans notre service par rapport aux biosimilaires. Parce qu'il y a ce qui est décrit dans la littérature, et puis il y a aussi la vraie vie que l'on a tous les jours avec les patients. Alors déjà, pour comprendre les biosimilaires, il faut avoir déjà une idée de ce qui était avant les biosimilaires, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un médicament biologique, donc un biomédicament ou biothérapie, par rapport à un médicament chimique ou synthétique. Donc, médicaments chimiques ou synthétiques, comme le paracétamol, l'aspirine, les anti-inflammatoires. Donc, un médicament chimique, il est composé d'un principe actif et d'excipient, ce qui fait que, ensuite, on a ce qu'on appelle une forme galénique, c'est-à-dire des comprimés, des gélules, etc. Alors, ce principe chimique, quand on essaye de le reproduire, eh bien, il peut être copié de façon exacte. Ça veut dire que dans un comprimé de paracétamol, par exemple, eh bien, toutes les molécules de paracétamol, elles sont identiques, homogènes, et tout est reproductible. Dans un médicament biologique, et je ne parle pas encore des biosimilaires, donc tous les biomédicaments disponibles, par exemple le Remicade, l'Humira, l'Enbrel, puisque ce sont eux qui vont être concernés par les biosimilaires, eh bien déjà à la base, il y a une certaine variabilité. Pourquoi? Parce que le médicament contient toujours un principe actif et des excipients, mais il y a une différence parce que comme il est produit par une source biologique, je vais vous expliquer dans un instant, eh bien les molécules, qui sont des très grosses molécules, elles ne sont pas strictement identiques déjà avec les biomédicaments que l'on connaît déjà, avec les biothérapies que l'on connaît déjà. Ce sont des variations qui sont minimes, qui n'ont pas beaucoup d'influence sur l'efficacité ou la tolérance, mais c'est quelque chose qui est déjà connu à la base. Oui ? Ben oui, on voit pas bien. Hein. Juste pour mettre plein écran, je crois, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ça, c'est beaucoup mieux, là. Voilà. Voilà. Ah, c'est bien. Merci. Si, ça marche. Très bien. Merci. Donc c'est un médicament. Donc, vous avez vu la différence entre le chimique et le biologique. Alors, par exemple, voilà, vous avez, puisque vous, dans la spondylarthrite, vous êtes concerné par le Remicade, l'Humira et l'Enbrel, ils sont fabriqués sur des cellules qui viennent de cellules ovariennes de hamsters chinois. Alors, c'est marqué dans la notice. Alors, il ne faut surtout pas penser que les cellules viennent de Chine. Hein, ça, c'est une question qui est souvent posée par les patients qui ont lu la notice. Mais en fait, c'est comme le cochon d'Inde. Hein. Quand on achète un cochon d'Inde à notre enfant, en fait, il ne vient pas d'Inde. Hein. C'est pareil pour le hamster chinois. Très important à savoir. D'autres médicaments, comme le Cimzia, est fabriqué sur des fermentations microbiennes, donc des cellules d'Escherichia coli, ou bien, par exemple, pour le Simponi, qui vous concerne également, sur la souris. Vous voyez que ce sont ce qu'on appelle des sources biologiques qui vont faire fabriquer le biomédicament. Alors maintenant, on va faire la différence entre la notion de biosimilaire et de générique. Le non générique s'applique uniquement aux médicaments synthétiques, alors que le biosimilaire s'applique aux biomédicaments ou biothérapies. Alors, comme je vous ai dit, le médicament, comme c'est un médicament synthétique, quand il est fabriqué, dupliqué par un autre laboratoire, eh ben, il est strictement identique, puisque la formule chimique synthétique est identique. Et en ce moment-là, le médicament de référence, on appelle ça princeps. Dans le biosimilaire, c'est la même molécule, mais qui est fabriquée par un autre laboratoire et qui a la même minime variabilité que le médicament initial de référence qu'on appelle médicament originel ou original. Donc normalement, le mot princeps,
Ça s'applique surtout pour les génériques et le mot médicament original pour la biothérapie de référence. Une grosse différence aussi, et c'est la différence majeure entre les génériques et les biosimilaires, c'est que les génériques, pour avoir une acceptation par les autorités de santé, donc l'autorisation de mise sur le marché, ils doivent faire des études de pharmacocinétique, c'est-à-dire qu'on fait des études sur des patients ou des volontaires sains, et on étudie la distribution du médicament, et à ce moment-là, on voit si le taux dans le sang est à peu près identique à celui du médicament Princeps. Alors que le biosimilaire, lui, non seulement il faut faire ça, mais en plus, il faut faire des études précliniques et cliniques, exactement comme si on développait le médicament, c'est-à-dire des études d'efficacité et de sécurité. C'est ça la grande différence. Pardon ? Il suit quasiment le même processus que le médicament initial. Il suit le même processus, mais la différence, c'est qu'il n'a pas fait les 10 à 15 ans d'études préalables. Les études pour savoir si le TNF c'était intéressant dans la polyarthrite ou dans la spondylarthrite, celles-là, ils ne l'ont pas fait puisque c'est déjà fait. Mais le reste, c'est exactement le même développement. Ce qui est résumé sur cette étude, c'est sur les trois diapos que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est le générique, synthèse chimique, médicament générique qui le copie. Au moment où le brevet arrive dans le domaine public, ce sont en général des toutes petites molécules et sont synthétiques. Les biosimilaires, c'est issu de la biotechnologie. Je vous ai montré la façon de le faire. Il y a des grosses molécules comme les molécules qui nous intéressent nous, c'est-à-dire les anticorps, et puis il y a aussi des petites molécules comme les hormones de croissance ou les insulines qui sont plus petites. Ça, c'était pour vous montrer, c'est peut-être pas bien visible, que les biothérapies initiales, celles qui sont originelles, elles-mêmes ont vu avec le temps une modification dans leur fabrication. Par exemple, vous prenez le Rémicade, qui est le plus ancien, il est en France depuis l'an 2000. Vous voyez, il a subi environ plus de 35 modifications dans sa fabrication pour l'améliorer avec le temps. Donc, on ne peut pas dire qu'un biosimilaire, c'est lui seulement la modification. Les biothérapies aussi ont subi des modifications de fabrication pour que ça soit plus efficace, que le médicament s'améliore. Vous voyez qu'ici, il y a le Simponi qui a beaucoup moins de modifications parce qu'il est arrivé plus tard que le Rémicade, que l'on connaît depuis 20 ans. Le Lumira, il est là, donc il est plus ancien, plus de modifications. Donc vous voyez que c'est complètement différent des génériques. Pour finir, et ça c'est très important, c'est les différences entre générique et biosimilaire. Donc je ne vais pas tout vous reprendre, simplement pour vous montrer que la structure du générique, elle est simple, la structure du biosimilaire, elle est complexe, exactement la même complexité que le biomédicament originel, que pour être mis sur le marché, le générique, il a besoin d'études de bioéquivalence, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le sang quand on injecte, alors que le biosimilaire, lui, il est obligé de faire des études de phase 1 et de phase 3, avec des études. Les phases 3, c'est les études sur les patients, et puis il y a aussi l'étude de phase 4, c'est-à-dire la pharmacovigilance. Et donc, du coup, la durée de développement d'un générique, il est de 3 ans, la durée de développement d'un biosimilaire, pour répondre à votre question, elle est de 6 à 9 ans, mais les laboratoires économisent, entre guillemets, les études préalables au développement du médicament, qui sont très longues en général, qui sont d'une dizaine à une quinzaine d'années, et ça, ils n'ont pas besoin de le faire puisque ça a déjà été fait précédemment. Alors, dernière chose qui est très importante, qui est la différence entre générique et biosimilaire, c'est la différence entre substitution et interchangeabilité. L'interchangeabilité, ça veut dire que le biosimilaire ne peut pas être substitué par le pharmacien. Le biosimilaire est un acte, la prescription d'un biosimilaire est un acte médical. C'est à l'initiative du médecin et en accord avec le patient que nous, on prescrit tel ou tel biosimilaire. On va prescrire, par exemple, un biosimilaire de l'adalimumab, c'est-à-dire anciennement Humira, on va prescrire, je vais vous les montrer, tel ou tel, mais on ne va pas prescrire indifféremment, on va prescrire celui qu'on a choisi avec le patient. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que c'est le médecin et le patient
qui s'accordent sur ce sujet. Et d'ailleurs, c'est marqué que ces 3 conditions doivent être respectées: informer le patient et recueillir son accord, s'assurer de la surveillance clinique et s'assurer de la traçabilité. Ça veut dire que dans le dossier, ça ne sera pas marqué adalimumab, ça sera marqué tel biogénérique, tel biosimilaire de l'adalimumab. Alors que la substitution, ça vous connaissez très bien, depuis 1999, les pharmaciens sont autorisés à substituer. Donc ça veut dire que si on a une prescription, par exemple, de prophénide, on peut se retrouver au niveau de la pharmacie avec du kétoprophène. Et ça, le pharmacien a tout à fait l'autorisation. Et maintenant, depuis janvier 2020, on ne peut plus marquer, comme vous savez, la notion de non substituable. Il n'y a que 3 conditions pour lesquelles le pharmacien est autorisé à ne pas substituer. C'est une contre-indication formelle prouvée. Ça veut dire qu'il faut montrer, il faut aller regarder dans le générique et le princeps s'il y a dans les excipients un excipient qui existe dans le générique et qui n'existe pas dans le princeps, et que c'est ça qui a fait une allergie, par exemple. Grosso modo, c'est très rare. Sinon, il y a les enfants de moins de 6 ans, quand la forme galénique ne convient pas, ou bien certains médicaments d'une liste extrêmement restrictive qui disent, pour ces médicaments, la marge thérapeutique, ça veut dire la marge entre l'efficacité et les effets indésirables est trop faible pour qu'on puisse prescrire ces génériques. Donc, vous voyez, en plus, à ce moment-là, le pharmacien est obligé de mettre le médicament que le patient avait en prescription, est obligé de bien mettre que c'est le générique de tel médicament pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc vous voyez, entre le biosimilaire, c'est le médecin et le patient. Dans le générique, c'est la substitution automatique par le pharmacien, ce qui est complètement différent. Alors maintenant, il y a comment on fait pour avoir un générique sur le marché. Eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette étude de bioéquivalence, donc d'accord, et puis on fait les études cliniques. Sur les études cliniques, on choisit une ou plusieurs pathologies dans lesquelles le laboratoire du biosimilaire, il va essayer comme une étude normale, avec des patients placebo, des patients qui ont le médicament et des patients qui ont l'ancien traitement. Et vous voyez, par exemple, dans l'infliximab, donc le Remicade, maintenant c'est générique, c'est biosimilaire, attention, il y a eu des études sur un certain nombre de patients qui ont montré qu'il y avait la même efficacité et la même tolérance. Et puis ensuite, il y a des études de switch. Ça veut dire qu'on prend des patients qui sont traités par le médicament originel, Remicade, et on fait 2 groupes. Un groupe qui va garder le médicament, un groupe qui va switcher pour un biosimilaire, et on va regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est la même efficacité? Est-ce que c'est la même tolérance? Et on va regarder le nombre d'arrêts. D'accord? Donc voilà pour l'infliximab. Voici pour l'adalimumab, qui a été essayé essentiellement au niveau des AMM, c'est-à-dire des autorisations sur le marché. Il a été essayé essentiellement dans la polyarthrite et le psoriasis. Et puis les biosimilaires de l'Enbrel ont été essayés également dans la PR et dans le psoriasis. Alors maintenant, on regarde ces switches, ces fameux switches. Alors les switches, c'est quoi? Je vous dis, la personne, elle est sous biothérapie originelle et on lui propose un biosimilaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a 3 types d'essais et c'est ça qui est intéressant. Le type d'essai le plus strict, c'est les essais cliniques. On prend un groupe qui va garder la biothérapie originelle, c'est le no-switch, et un groupe qui change pour le biosimilaire, c'est le switch. Mais les patients et les évaluateurs ne savent pas si la personne, elle a changé ou pas. En double aveugle. En double aveugle. Et à ce moment-là, vous voyez par exemple pour le Remicade, le Maptera, ça c'est pour la polyarthrite ou l'Humira, on s'aperçoit grosso modo que les arrêts de traitement pour effets indésirables, ils sont similaires. Dans le no-switch, les gens qui ont gardé le médicament, les arrêts sont entre 0 et 4%. Les patients qui ont switché, les arrêts sont entre 0 et 2%. Ça veut dire
Même, c'est très peu, et puis c'est similaire entre les deux groupes. Et les totals des arrêts, il va de 4% à 10% pour les gens qui n'ont pas switché, de 2 à 8% dans cette méta-analyse, chez les gens qui ont switché. Ça veut dire que le total des arrêts, c'est arrêt pour effet indésirable et inefficacité, puisque quand un médicament est inefficace, on ne va pas le garder. Hein. Donc, et ça, c'est avec un recul entre 6 mois et 18 mois. Donc, en double aveugle, il n'y a aucune différence. Maintenant, il y a des études ouvertes. Ça veut dire que le patient, il va switcher pareil, 2 groupes, mais là, les gens, ils savent. Et là, eh bien, ça change tout. Suivi, vous voyez que les arrêts pour effet indésirable, eh ben, avant c'était de l'ordre de 0 à 4%, maintenant il va de, ceux qui ne switchent pas, ils vont de 0 à 11%, les arrêts, et ceux qui switchent, de 0 à 24%. Et le total des arrêts, là, ça va de 6 à 20, et quand on a switché, et qu'on sait qu'on a switché, de 5 à 36%. La composante psy, hein. Psy, on verra. C'est justement ce qu'on appelle l'effet nocebo, je vais en parler dans un instant. J'espère que je ne suis pas trop longue, là. Non, on a encore 5 minutes, ça y est. J'ai encore 5 minutes, 10 minutes, c'est ça? 5 minutes. Ah d'accord, parce que j'avais une demi-heure à la base. Donc, 7, allez, 7. Très bien. Donc ça, c'est les études en ouvert. Ça veut dire que là, c'est pas des études, on suit les patients, les cohortes. Et vous voyez que les arrêts pour effet indésirable vont jusqu'à 14% et le total des arrêts jusqu'à 30%. Alors, et par exemple, ça, ce sont des études françaises. Un switch de Remicade vers Inflectra, Remicade, c'est IV, eh bien, il y avait 23% d'arrêts, et 80%, c'était un défaut d'efficacité sans qu'on ait pu comprendre pourquoi c'était moins efficace. Les malades disaient « je me sens moins bien », tout ça. Et là, c'est une autre étude, c'était exactement pareil. Il y avait 28% d'arrêts et il y avait 44%, la moitié, on ne savait pas pourquoi, les patients se sentaient moins bien. Et quand on a reswitché dans l'autre sens, ils avaient récupéré l'efficacité d'avant. C'est-à-dire quand on a reswitché pour l'originel. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? D'abord que toutes les études sur les biosimilaires montrent une efficacité et une tolérance identiques, similaires. Cependant, dans la vraie vie, il y a plus d'arrêts quand le patient est au courant. Alors on a dit quoi? C'est un effet nocebo. Un effet nocebo, vous savez, c'est toujours la faute des malades, hein, n'est-ce pas? Entre guillemets. On a dit, c'est parce que les malades, ils se sentent moins bien, parce que c'est un effet négatif de prescrire un médicament, parce que le patient, il a des craintes, etc., par symétrie à l'effet placebo. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose. On sait surtout que c'est probablement, en grande partie, un manque d'information des patients. Pourquoi? Parce que d'abord, on a demandé aux patients. Il y a eu une étude en 2019 qui a montré que déjà, en 2019, ça a été publié en 2019, donc ça a été fait en 2018. Donc, il y a eu une première enquête, il y avait 50% des patients qui ne connaissaient pas les biosimilaires, plus de 50%. Et ensuite, ceux qui étaient traités par biosimilaire, il y en avait la moitié qui ne savaient pas que c'était un biosimilaire, alors que normalement, on doit informer le patient, c'est la loi. Et ensuite, on a expliqué à ces personnes-là, la moitié de l'échantillon, qu'est-ce que c'était. Et là, les personnes, naturellement, elles ont des craintes. Qu'est-ce que ça veut dire similaire? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est bien toléré? Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est normal. Oui, c'est la bonne question. Pourquoi? C'est tout à fait naturel. Et puis en plus, 15%, on dirait, non, moi je refuserais. D'accord. Il y a eu aussi des études qualitatives. Il y a eu une étude qui est parue dans les Mickey, mais aussi dans les patients rhumatologiques. Exactement, il y en avait 8 sur 25 qui refuseraient le switch parce qu'ils ont des craintes. C'est normal. Quand il y a une nouveauté, quand on est habitué à son traitement, c'est normal qu'on se dise, qu'est-ce qui va m'arriver, hein? Et nous, on a fait une étude qualitative dans le cadre de notre programme d'accompagnement. Et on a vu, alors là, nous, on avait interviewé des gens qui ne devaient pas switcher tout de suite. On avait pris d'autres molécules. Et on leur a demandé, mais si vous deviez switcher, qu'est-ce qui vous arriverait? Eh bien, ils étaient pareils que les autres. Ils voulaient avoir des informations. Ils voulaient dire vraiment la différence avec le générique, bien être informés. Ils voulaient aussi avoir la possibilité de reswitcher. Voilà. Alors maintenant, quels sont les biosimilaires? Dans l'adalimumab, il y en a 5. Vous voyez, alors on a fait des petits dessins, nous. Pourquoi? Parce qu'on a fait un petit kit à l'hôpital.
Et puis les malades, ils peuvent choisir, ils peuvent manipuler, tout ça, pour essayer de voir ce qu'ils préfèrent. Parce qu'il y en a avec un bouton poussoir et d'autres sans bouton poussoir. Donc on discute un peu avec eux, on dit un peu notre idée. En tout cas, par rapport au médicament original, l'économie, c'est de 25%. Ça fait 2000 patients, 2000 € par patient par an. Dans l'étanercept, il y en a 2 qui sont là. Et là aussi, c'est 12% d'économie. Ça fait environ 900 € par patient et par an. Je n'ai pas remis le Rimicade parce que j'en avais déjà parlé. Il y en a deux. Il y a le Fluxabi, l'Infrectra et le Remsima. Alors, notre expérience, pour finir, notre but, c'était de diminuer cet effet nocebo. Alors, comment on a fait? Alors, parce qu'on était obligé de switcher tous les patients en IV dans le service du jour au lendemain. On nous a dit, c'est comme ça, vous débrouillez. L'hôpital, dans 1 an, il n'y aura presque plus de réserve de Rimicade. Donc, allez hop, il faut le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a interrogé les patients, je viens de vous en parler. Ensuite, on s'est réunis, on a bien vu avec les associations de patients qui étaient chez nous, les patients experts, on leur a demandé, vous, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Bon, bref. Et on a construit une information qu'on pensait adapter à ce qu'on avait vu chez nos malades. Et puis après, on a mis en place l'information. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a fait une lettre d'info obligatoire. Et puis, on a fabriqué un flyer avec les infirmières, avec les patients, avec les médecins, et toutes les infos qu'on avait dites. Donc là, je vais vous passer, puisque en fait, les éléments, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est que le biosimilaire? Ce n'est pas un générique. Efficacité, sécurité testée chez les patients, même exigence de fabrication, et demandez-nous notre expérience. C'était ça, les messages. Au total, on a switché nos 45 patients qui étaient sous Rimicade, et vous voyez qu'on a eu un nombre total d'arrêt de 9%, et un taux d'effet non spécifique dit place nocebo de 2%. Ça veut dire que c'était quand même franchement moins que dans les études similaires, et au bout d'1 an, on avait 15% d'arrêt et 6% d'effets non spécifiques. Alors moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce sera ma dernière diapo. D'abord, en ce qui concerne le switch, moi, maintenant qu'on n'est pas obligé de switcher, puisque les sous-cutanés, c'est en consultation, moi, je ne propose le switch qu'aux patients qui vont bien et qui n'ont pas eu de problème pour équilibrer leur maladie. Parce que les patients qui ont galéré, on ne va pas les refaire regalérer. Donc ça, c'est hors de question. Donc c'est à ces patients-là qui vont bien. Pourquoi? Parce que s'ils ont un effet différent avec le biosimilaire, on saura tout de suite que c'est le médicament et ce n'est pas parce que c'est la maladie qui ne va pas bien. Et donc, je propose, je respecte le refus. Si le malade il est d'accord pour tout de suite, ok pour tout de suite. Sinon, on en rediscute plus tard et je lui donne le flyer. Et puis ensuite, là, je ne vais pas reprendre tous les éléments d'explication parce que je pense que c'est bien passé, j'espère. Mais je dis, et j'en suis convaincue, que chez certains patients, il y a des effets différents du biosimilaire. Pourquoi? On ne sait pas, parce que dans les études cliniques, il y a un nombre important de patients. Donc, le monsieur X ou la madame Y, il n'est pas pris en compte individuellement dans les essais cliniques. De la même façon, il y a des patients qui nous disent que le Doliprane, c'est plus efficace chez eux que le Dafalgan. Et pourquoi? C'est eux qui ressentent ça. Donc nous, on respecte ça parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas à quantifier dans ces choses ténues. Je me sens moins bien, voilà, sensation de fatigue, de moindre efficacité, de trucs un peu bizarres. Ok, ils se sentent différents, très bien. On peut re-switcher, il n'y a aucun problème. S'ils vont moins bien, ils préviennent. Et puis, on les re-switch, ou s'ils veulent d'infos, ils vont voir les infirmières, ou ils appellent, ou on leur donne, ou on discute. Et s'ils ont besoin de réfléchir, ils réfléchissent. Avec ce système-là, quasiment pas de re-switch back. J'en ai une qui m'a dit, moi, j'aime pas le truc, je ne dirais pas qui c'est, mais lequel, mais bon, ça me plaît pas, le stylo me va pas, oui, je me suis sentie pas bien. Il y a un patient qui m'a appelé en disant « Oh là là, j'ai mal à la hanche, oh là 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 ». En fait, c'était un problème traumatique et ce n'était pas du tout le biosimilaire. Donc, dès l'instant où on est à l'écoute des patients, qu'on leur dit « Écoutez, si vous ne vous sentez pas bien, moi, ça ne me dérange pas de re-switcher », et du coup,
On a une expérience positive, et voilà les messages à retenir. Efficacité, tolérance identique, c'est différent d'un générique. Les économies de santé, c'est quand même 20%, donc c'est bien pour les nouveaux qui arrivent, les nouveaux biomédicaments qui arrivent. Sur prescription médicale, interdiction de substituer par le pharmacien. Le patient peut refuser et peut demander à reswitcher. Et il y a des études en cours sur tous les biosimilaires en France. Dans la vraie vie, on aura les résultats plus tard. Merci. Eh bien, merci. Merci pour cette explication extrêmement claire. Si vous vouliez bien me rejoindre pour répondre à quelques questions dans la salle, je pense qu'elles ne manqueront pas. Moi, je vous avais pas appuyé juste sur un point qui me semble assez important. Vous avez parlé beaucoup des patients, mais peu parlé des médecins. Est-ce que la conviction du médecin, parce que votre étude à l'hôpital, vous connaissez bien, vous en êtes assez convaincu, vous mettez des bémols, mais est-ce que la position du médecin qui prescrit, qui switch, elle n'est pas elle aussi déterminante pour tout ça? Prenez le micro. Vous n'avez pas trop parlé de ça, or ça me semble, et je pense qu'on va en reparler. Oui, parce que j'avais pas beaucoup de temps et que je voulais bien mettre les choses. Oui, oui, alors tout à fait. Si vous voulez enlever le masque, on est assez loin, il n'y a pas de souci pour qu'on vous écoute mieux. Voilà. Ça fait partie effectivement de ce qu'on appelle les déterminants de l'effet nocebo. Évidemment, si un médecin dit je vous donne ça, mais ça ne va pas marcher, c'est clair que ça ne va pas marcher. Non, mais même là, ça va pas marcher, mais lui-même, il a un peu de défiance. Oui, quoi. Alors, il y a une résistance, et la résistance venait beaucoup du fait que les médecins, ils ne savent pas très bien comment aborder ce sujet. Et donc, du coup, on s'en est aperçu, mais là, je n'ai pas eu le temps d'en parler, on a fait, parce que là, sur les IV, c'était beaucoup les infirmières. Les malades, ils voient l'infirmière tous les 6 semaines, tous les 8 semaines, donc ils aiment bien, ils posent des questions, etc. Donc le médecin, c'est pas toujours le médecin d'hôpital de jour, alors que l'infirmière, c'est vraiment le pilier. Mais on s'est dit que pour les sous-cutanés, c'était pas du tout comme ça, et qu'il fallait aider les médecins. Et donc on a fait une enquête dans notre service et dans les correspondants du service, et ils avaient besoin, eux, d'infos, comment faire, quel patient switcher, qu'est-ce qu'on dit comme mot, tout ça. Et du coup, on a fait ce kit biosimilaire. C'est un kit, on leur a même envoyé. Alors évidemment, on leur a pas dit, nous, on va vous donner nos stylos. Vous prenez les stylos que vous donnent les labos. Mais par contre, on vous donne le flyer, on vous donne la conduite à tenir. Et on est en train d'essayer de voir si ça les a aidés à aborder ce sujet avec les patients. Est-ce que c'est les mêmes labos qui fabriquent les biothérapies, les biosimilaires? Est-ce qu'il est possible de le faire? Et dans ce cas-là, on ne peut pas leur demander de réduire de 20% leur... Alors, ils ont déjà réduit les laboratoires qui... C'est pas les mêmes, hein. Ah, c'est pas les mêmes. Déjà, première question, c'est pas les mêmes. Non. Les laboratoires qui fabriquent des biosimilaires sont différents. Il y en a qui ont une très grande expérience de la biotechnologie. Donc, c'est pas une histoire de labo au rabais, ça c'est clair. C'est pas de labo. On ne peut pas à la fois faire son propre biosimilaire, c'est pour ça que c'est pas possible de le faire. Ça se passe dans les génériques, c'est pour ça que je posais des questions. Voilà. Mais par contre, ils ont réduit le prix, puisque, par exemple, pour l'Ambrelle, c'est moins cher maintenant qu'il y a 1 an, parce que moi, j'avais fait un topo, justement, au médecin, et l'Ambrelle Princeps a baissé. L'Ambrelle originelle a baissé. Donc, ça les challenge pour aussi réduire un petit peu... Exactement, pour diminuer leur prix. Tout à fait. Des biothérapies. Tout à fait. Combien à peu près de patients sous biothérapie sont sous biosimilaires? Quel pourcentage aujourd'hui parmi les... Alors là, je peux pas vous dire, j'ai pas les chiffres, je peux pas vous dire. Je peux pas Mais là, répondre. il y a eu très peu de bras qui se sont levés dans la salle. C'est conforme, d'après vous, au taux de personnes traitées par des biosimilaires versus par les traitements originels? Et après, on passe le micro à madame, s'il vous plaît, pour cette question. Bah, écoutez, pourquoi ça ne progresse pas alors? En fait, ce qui se passe, c'est que les biomédicaments, les anti-TNF, sont maintenant n'ont pas une prescription hospitalière tous les ans comme avant. D'accord. Et donc, les médecins de ville font comme ils le sentent. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut absolument aider nos collègues à aborder ce sujet. L'idée, c'est pas de les forcer, c'est l'idée de dire c'est quand même un problème de santé publique. Et surtout, si on ne le fait pas nous, ça sera la substitution par le pharmacien. Et franchement, je ne sais pas ce qu'en pensent les patients ici,
mais c'est pas du tout la même chose. Oui, alors, madame, et puis devant. Oui, on va... Oui, j'avais une rapide Après, question. mais- À partir de quand un laboratoire peut effectivement se lancer dans un Bah, biosimilaire? C'est 10 ans de protection Oui, voilà. d'une biothérapie, c'est ça. Donc ils arrivent maintenant massivement. Ils arrivent depuis quelques années. presque. Non, il n'y a que les anti-TNF. Pas les autres. Non, pour l'instant, parce que le brevet, et puis parce que comme je vous ai dit, au moment où le brevet devient public, il y a le développement du biosimilaire qui met de 6 à 9 ans. Ah oui, donc il faut rajouter effectivement voilà, il faut cette rajouter. période. Voilà, c'est pour ça que les biosimilaires sont maintenant que pour les anti-TNF, c'est-à-dire Remicade, Humira et Enbrel pour l'instant. La question, oui, le micro est devant. Oui, pardon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la pénétration des biosimilaires est due, l'augmentation de la pénétration des biosimilaires est directement liée en fait à une question économique? C'est-à-dire qu'on a vu par exemple que pour les génériques, l'augmentation de la prescription ou de l'acceptation des génériques est due finalement à la pression que l'assurance maladie a fait sur les patients. Vous voyez, en disant, écoutez, si vous n'acceptez pas la substitution, vous devrez faire l'avance de frais et on vous remboursera ensuite. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'à l'hôpital, pour les biosimilaires, c'est la pression que vous allez avoir en fait de l'hôpital ou des conditions économiques qui vont faire que votre discours vis-à-vis des patients, il est plus un discours à cause de la pression économique que vous avez sur cette prescription? L'hôpital est plus sensible à la question économique, Ah, bref, oui. et du coup, c'est beaucoup plus convaincant. À l'hôpital, c'est tout à fait clair, Oui. puisque ce sont des marchés hospitaliers, et que donc les marchés hospitaliers, d'ailleurs, il y a un autre problème, c'est que l'hôpital a changé de biosimilaire pour les IV. C'est-à-dire qu'avant, c'était un médicament, puis maintenant, c'est devenu un autre médicament, les deux étant biosimilaires déjà. Donc, pour l'hôpital, c'est tout à fait vrai, et tout à fait vrai. Pour la ville et pour la prescription en consultation, la pression est moins forte, mais il y a quand même la Sécu qui est venue voir tous les médecins libéraux. Moi, j'étais pendant longtemps, j'étais à la fois libéral et hospitalier, donc j'ai bien vu. La Sécu est venue nous voir, et elle est venue aussi voir les médecins à l'hôpital pour leur expliquer le problème économique. Après, justement, moi je pense qu'en tant que médecin, on doit s'approprier cette problématique. Parce qu'on doit, dans une certaine sorte, protéger les patients. Parce que nous, notre but, c'est pas de faire exactement ce qu'on nous dit, c'est de se poser soi-même la question, est-ce que c'est bien de prescrire un biosimilaire? Comment je peux aider les patients? Comment je peux communiquer avec? Et à ce moment-là, quand on est acteur soi-même, de même quand on est acteur de sa maladie, on comprend mieux, vous voyez. Et c'est pour ça que nous, on a fait cet enseignement auprès des attachés du service pour leur expliquer, après c'est eux qui choisissent. Mais moi, je préfère discuter avec mon patient, lui prescrire un biosimilaire, plutôt que je prescris de l'Humira et ça sera substitué n'importe comment, entre guillemets, par le pharmacien. Alors ça, j'en veux pas. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai quand vous évoquez ça, si on voit le scandale entre guillemets de la thyroxine qui a été terrible, où effectivement le processus c'était théoriquement pour améliorer, et on a vu Exactement. Et là, c'est pour ça que effectivement la méfiance est. Moi, je pense que les craintes des patients, elles sont justifiées par deux choses. D'abord, l'inconnu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, machin. Et aussi le fait que la personne, elle est bien avec son traitement. Ouais, c'est ça. Elle a peut-être mis des années à être bien avec son traitement. Pourquoi changer? Moi, je pense que il y a un certain altruisme de la part des patients d'accepter de changer pour un biosimilaire dont ils savent pas très bien ce que c'est, machin, alors qu'ils sont bien avec leur traitement. Et donc, c'est pour ça que si nous on est beaucoup plus à l'aise maintenant, parce qu'on s'aperçoit que quand on accompagne les gens, nous, on n'a eu que 2% d'effets nocebo. 2%, c'est rien, quoi. Oui, c'est pas grand-chose. Bon, et donc, on est plus serein. Et c'est pour ça qu'on a voulu partager notre expérience avec les personnes, les médecins qui travaillent avec nous, pour leur dire, voilà ce qui s'est passé pour nous. Si vous voulez faire comme nous, faites-le. Si le malade ne se sent pas bien, aucun problème, on peut switcher. Voilà.
J'ai envie presque d'interroger la salle. Est-ce que vous êtes plutôt méfiant vis-à-vis de ces biosimilaires ou qui est méfiant vis-à-vis de ces biosimilaires? Personne. Personne n'est méfiant. Soit vous avez réussi à être très convaincant. Qui accepterait biosimilaire d'emblée? Qui accepterait de switcher non, qui refuserait plutôt? Non, mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Non, tout ça, c'est dans le cabinet du médecin, vous avez raison. Donc finalement, mais peut-être c'est un public particulièrement sensible à... Je ne sais pas. Ou alors vous avez été très, très convaincante, parce que je pense que vous mettez justement de la mesure dans ce que vous dites, c'est-à-dire, ok, il y a les biosimilaires, mais on reste attentif, et s'il y a si on se sent pas bien, ça doit aussi être entendu, et c'est peut-être ce qu'il y a manque dans le dialogue, c'est d'être entendu si on déclare des choses. Voilà. Mais peut-être rappeler ce que ça pèse aussi quand même sur le budget si la question interpelle et intéresse. Bah oui, il y a 20% le nombre de personnes sous biothérapie, toutes pathologies confondues, il est très très important. Ça chie. 20% d'économie, ça permet d'avoir des AMM pour de nouveaux médicaments innovants. Oui, c'est des milliards d'euros, hein, on doit parler de milliards d'euros, toutes pathologies confondues. Donc voilà, il faut surtout rester à l'écoute et puis il ne faut pas avoir des idées arrêtées. Par exemple, l'effet nocebo, c'est parce que les malades ils en veulent pas. C'est plus complexe que ça et il y a des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Très bien. Ben, merci infiniment et on vous applaudit pour cette brillante présentation.